Bonjour, bienvenue à toutes et tous qui nous avaient rejoints pour ce webinaire organisé par Implicity dédié à la télésurveillance des dispositifs cardiaques implantables avec un thème aujourd'hui dédié à la gestion des alertes. La gestion des alertes, on va en parler avec deux équipes actives en télésurveillance des prothèses, celle du CHU d'Aix et nos collègues de Lyon également. Avec pour Aix, Madame Diane Prost, qui est infirmière diplômée d'État et donc qui s'occupe de la télésurveillance dans le centre. On va voir ça dans le détail après. Le docteur Jérôme Taïeb, qui est cardiologue rythmologue, que vous connaissez probablement déjà et qui également s'occupe de télésurveillance. Enfin, pour l'équipe de Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon, nous aurons également un couple infirmier cardiologue avec M. Xavier Courriol, infirmier qui s'occupe de télésurveillance dans le centre, et puis le docteur Benjamin Gall, qui est cardiologue rythmologue et qui participe à l'activité de télésurveillance dans le centre. Ce séminaire devrait durer une petite heure environ. Vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez, non pas par voie orale pour permettre un peu plus de fluidité dans le déroulement du webinaire, mais par l'onglet Q&R, questions et réponses, qui est en bas au milieu de la barre de commande. Si vous descendez la souris de votre ordinateur vers le bas de l'écran, vous verrez un onglet Q&R. Il suffit de mettre votre question par écrit et les questions les plus utiles, en fonction du timing aussi, pourront être posées directement par notre soin aux intervenants. Rentrons dans le vif du sujet. La télésurveillance, ça fait longtemps que ça existe et il est vrai que l'actualité a permis une accélération de cette télésurveillance. Il y a d'abord eu le programme expérimental ETAP, que vous connaissez probablement, qui a apporté un financement à l'activité de télésurveillance qui auparavant était faite à titre gracieux, ce qui posait des problèmes d'organisation, de ressources humaines et techniques. Ce programme étape arrive à échéance dans quelques mois. On verra quelle sera l'étape suivante, sans faire de jeu de mots. Dans quelles conditions est-ce que la télésurveillance se déroulera ultérieurement? Est-ce qu'elle sera inscrite de façon beaucoup plus durable, non plus dans un cadre expérimental, mais au sein des pratiques habituelles? La Covid-19, nous y sommes encore, on espère en sortir, on est probablement plus proche de la sortie. Et pendant cette période compliquée, on a tous vu l'intérêt de la télésurveillance entre les patients qui étaient télésurveillés et ceux qui ne l'étaient pas. Ce n'était pas tout à fait la même sérénité, la même facilité de les gérer. Les patients télésurveillés, on pouvait ne pas les voir en face à face sans difficulté, tout en les surveillant aussi bien. Pour les autres, elle est un petit peu plus compliquée à prendre en charge. Cette télésurveillance, elle s'accompagne nécessairement, c'est une activité qui n'est pas fantôme, d'une charge de travail. La question est comment gérer ces données, comment gérer les notifications que l'on reçoit, que l'on décide de les appeler alerte, événement, notification, chacun a son terme préféré. Personnellement, le terme d'alerte me paraît un petit peu anxiogène. Peut-être pour les patients, quand on évoque une alerte, c'est quelque chose d'urgent. On sait bien que peu d'événements reçus, heureusement, sont urgents, sont plus des événements que l'on reçoit et qu'on va prendre en charge de façon appropriée. Comment être efficace donc pour tout cela? La première question, la question de base, c'est l'organisation. Et je vais tout de suite passer la parole à nos amis de Lyon qui vont nous décrire l'organisation dans leur centre. Bonjour à tous. Donc, nous, notre équipe actuelle, elle comporte 4 médecins, 5 infirmiers. Notre organisation a évolué dans le temps. La télécardiologie, on l'a débutée en 2007 à 2 médecins initialement et très rapidement, on a intégré nos infirmiers dans la télécardiologie. Donc, nous, on n'a pas d'infirmiers dédiés que pour la télécardiologie. Ils font tous de l'activité de bloc, de l'activité non invasive et de la télécardiologie. Les gestions des alertes est une gestion quotidienne dans notre centre et on gère également les transmissions programmées ou les états de connexion 1 à 2 fois par semaine. Donc, la première étape, ça a été de structurer cette activité. Donc, au départ, des moyens très basiques, un fichier Excel. On a fait un fichier Excel pour tous les constructeurs. Nous, on a pris le parti de travailler avec tout le monde. Donc, au départ, que les défibrillateurs, ensuite défibrillateurs, pacemakers. Donc, dans ce fichier, vous avez le patient, la prothèse, l'état de connexion. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, ce qui est vert, c'est ce qui communique. Ce qui est jaune, ce qui ne communique pas. Et ensuite, les différents événements. S'il y a eu des troubles rythmiques, si on a eu de l'AFA, si le patient est anticoagulé, s'il y a eu des ATP. Et avec une ligne de commentaires, puisqu'on avait plusieurs praticiens, plusieurs infirmiers. Donc, une fois qu'on a structuré cette activité, l'activité en continu d'augmenter, il a fallu qu'on la délègue, et notamment à nos infirmiers.
Donc, nos infirmiers, ils ont tous le DU de stimulation. Ils sont rodés aux consultations de pacemaker, défibrillateur. Certains se sont formés au DU de télécardiologie et on fonctionne en binôme avec le médecin. On a établi un arbre décisionnel pour certaines situations. Donc là, par exemple, la fibrillation atriale, comment eux peuvent gérer les alertes de fibrillation atriale. Et en 2018, eh ben, on a activé l'interface Impisti qui, pour nous, nous a permis de faciliter les choses. C'est-à-dire qu'on est passé de 5 sites constructeurs, un fichier Excel, à un seul site web, un seul mot de passe. Donc, ça nous facilitait pour connecter. C'était plus simple pour l'essuyer les alertes parce qu'on a une présentation homogène. Et nos derniers infirmiers, en fait, on les a formés directement sur la plateforme pour la gestion de la télésurveillance. Et donc, un gain de temps. Donc, pour nous, il n'y a pas eu de moyens supplémentaires, mais plutôt du gain de temps sur la gestion de la télécardiologie. Donc, pour résumer, on a 5 infirmiers actuellement. C'est une activité qu'on fait entre nos activités invasives. Il n'y a pas de personnel dédié que pour la télécardiologie chez nous. Bien, donc c'est l'équipe de Aix, je pense qu'on m'entend. Merci à tous, à Implicity pour avoir organisé ce webinaire, à l'introduction de Arnaud Azarius et puis à ce qui vient d'être dit par l'équipe de Lyon. Donc, je vous présente notre fonctionnement qui a certaines similarités puis certaines différences. Nous fonctionnons actuellement avec une infirmière que vous voyez de dos ici et de face à côté, qui s'occupe à plein temps, enfin 80% actuellement, de un temps plein 80%, de la télésurveillance et puis qui travaille avec 4 rythmologues interventionnels donc avec des échanges réguliers. La logistique, en fait, c'était à l'occasion de étapes qu'on a pu faire un switch. Je vous en dirai juste quelques mots sur la différence entre avant et après étape sur la diapo suivante. On a mis au point tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire on a trouvé un bureau, PC, ligne téléphonique. Il y a eu des négociations, je vous les passe évidemment. Hein, il a fallu accepter par exemple de faire un tilt test dans ce bureau-là pour pouvoir par semaine pour pouvoir l'avoir. Et avec tout ça, on a bien pu mettre ça en place. On a pu négocier pour avoir la plateforme Implicity, qui était un point pour moi très important parce que l'idée c'était d'avoir tous les 5 constructeurs sur un seul appareil et de pouvoir facilement échanger avec l'infirmière et puis les autres médecins. Et puis, on a une organisation alors là qui est un petit peu singulière à Aix-en-Provence, c'est-à-dire qu'on a décidé, en accord avec notre infirmière, qui donc reste dans le soin et n'est pas juste derrière un ordinateur pour ça. J'ai vu que chez vous aussi, hein, vos infirmières sont dans le soin puisqu'ils font du technique par ailleurs, mais là, c'est vraiment dans le même bureau que se passe à J10, lors du retrait du point. Nous, on fait comme ça, il n'y a pas comme dans certains centres d'infirmières qui viennent à domicile refaire le pansement, nous on ne fait rien pendant 10 jours. Le patient revient à J10 et là, il a non seulement le retrait de ses points, donc par notre infirmière Diane Prost, mais également l'éducation, la remise du transmetteur s'il n'a pas déjà été remis d'une autre façon par envoi, par envoi. Et ensuite, donc le suivi est réalisé par notre infirmière et selon un arbre décisionnel ou des arbres décisionnels qui sont tirés des recommandations, enfin du papier document qui a été fait par Lille et qu'on a adapté à notre centre, je crois, comme c'est fait à Lyon et dans beaucoup d'autres centres. Et notre communication, elle se fait entre infirmières et médecins par mail. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors voilà ce que je vous disais, entre avant et après étape, donc ça date d'il n'y a pas longtemps tout ça. Hein, pendant 10 ans, on a fait de la télésurveillance des prothèses avec un médecin qui gérait ça tout seul, 20% de son temps quand même. Hein, il peut regarder tous les jours les alertes. Il regardait sur les sites constructeurs avec chaque 5 mots de passe. Il nous envoyait les infos par SMS, donc évidemment par SMS, ce n'est pas sécurisé. Hein. Est-ce qu'il faisait de l'éducation? Est-ce qu'on faisait de l'éducation? Il n'avait pas le temps de le faire. De la traçabilité non plus, hein. Le SMS, ça s'efface. L'archivage, il y avait un petit tableau Excel, mais n'était pas très bien rempli, donc non. La facturation n'est pas concernée. Et puis, on n'incluait que les patients porteurs de défibrillateurs. Donc, c'était l'ingénieur qui faisait une grande partie du travail. Après étape et le financement, et donc cette structuration dont je viens de vous parler, le bureau, le recrutement d'infirmières, on a eu au départ
Donc 50% de temps IDE, hein, ce n'était pas si facile au départ, puis on a monté à 70% et aujourd'hui on est à 80% depuis très peu de temps. Avec cette coopération avec 4 rythmologues, c'est une autre façon donc, de fonctionner au niveau effectif. Et puis la logistique, donc on s'est bien centré sur Implicity avec des communications qui se font grâce à ce logiciel qui est accessible en web de partout, même de chez soi, hein, donc c'est assez agréable. Alors certes les autres sites aussi, mais ça c'est un seul mot de passe. Et puis là on a pu du coup générer une éducation, une traçabilité qui est sur Implicity, un archivage, une facturation qui est automatisée en grande partie par aussi cette plateforme. Et puis avec Étape, on a pu inclure les défibrillateurs et les pacemakers. Et ça, on a surtout eu envie de le faire quand on a vu la période Covid et ce que ça impliquait d'avoir des patients au bout du fil, qu'on devait voir et qu'on ne pouvait pas voir parce que tout était annulé et qu'on pouvait contrôler à distance. C'était quand même très très bien. Et le résultat, il est quand même assez criant puisqu'on a fait 300 patients en 10 ans avec la première formule. Et puis depuis l'arrivée de notre infirmière et cette organisation, on a fait 200 patients de plus en 12 mois. Donc ça fait presque doubler en un an. Diapositive suivante. Voilà, alors, avant de passer au thème suivant, qui est la gestion des événements, des alertes, peu importe le mot qu'on emploie, donc un petit point sur cette introduction d'organisation. On voit dans les deux cas des centres hospitaliers qui travaillent en équipe, même si la télésurveillance peut aussi se faire seule dans certains cas, mais sur des volumes généralement plus réduits. Quand on arrive sur des volumes importants qui se comptent en plusieurs centaines de patients, effectivement, il est préférable d'être à plusieurs pour organiser ça. Et généralement, ce ne sont pas uniquement des médecins cardiologues, rythmologues, mais également des infirmières et infirmiers diplômés d'État qui participent, travaillent en équipe avec effectivement cette organisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de grandes similitudes entre vos deux organisations, mais aussi des différences. On voit que pour des volumes de patients gérés qui ne sont pas très éloignés, dans un cas à Lyon, vous avez 5 infirmiers et infirmières, et puis tout est centralisé sur une seule personne à Aix. J'espère qu'elle ne tombe pas souvent malade, parce que sinon ça peut poser des difficultés. Mais ça tient probablement, donc d'un côté une personne dédiée, une infirmière dédiée, de l'autre des infirmiers et infirmières qui ont une activité, si j'ai bien compris, beaucoup plus mixte, à la fois de bloc, de télésurveillance, donc plus large. Ce sont deux façons de voir les choses, peu importe. Les deux sont efficaces. Ce qu'il faut, c'est s'organiser de façon appropriée en fonction de ses souhaits en interne, dès lors que le résultat est là. On va enchaîner et redonner la parole à nos amis lyonnais pour parler de la façon de gérer, de personnaliser les événements, de voir quels sont les événements, alertes qui impactent le plus dans l'activité et comment optimiser tout cela. Merci beaucoup. Donc ensuite, depuis un peu plus d'un an et avec la crise du Covid, on a activé aussi les stimulateurs cardiaques. Donc ça a encore augmenté le nombre de prothèses télésuivies et aussi augmenté le nombre d'alertes générées. Et on s'est un petit peu intéressé au réglage de la télécardiologie sur les différentes prothèses. Et on s'est rendu compte que les réglages nominaux n'étaient pas forcément pertinents et adaptés à chaque patient. Notamment, pour les citer, par exemple, chez Abbott, il y a une surveillance, il y a une alerte par défaut qui est créée, qui est la stimulation V à 40%, qui n'est pas forcément adaptée pour les patients qui sont en BAV complet connus ou à qui on a ablaté le nœud, par exemple. C'est des alertes qu'on peut tout à fait désactiver. Ou par exemple, chez Medtronic, la FA, l'alerte d'alerte de FA est en nominal sur off sur les prothèses Medtronic, donc il faut les activer. Donc en fait, on s'est intéressé un petit peu à ça. On a essayé d'éplucher un peu, de détailler tout ça. Donc le petit tableau de droite essaye de vous faire un résumé synthétique un peu des possibilités. Ce qu'on peut dire, c'est que pour Abbott, Medtronic et Microport, les alertes se gèrent uniquement sur la prothèse, c'est-à-dire qu'il est strictement impératif de les activer ou de les désactiver selon au moment de l'implantation, parce qu'une fois que le patient est chez lui, on va pouvoir gérer les niveaux, on va pas pouvoir gérer les niveaux d'alerte. La petite différence qu'on va avoir, c'est que Abbott et Medtronic nous donnent la possibilité, par contre, de donner le niveau d'alerte, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une alerte qu'on estime classée par défaut en rouge à passer en jaune, ou une alerte jaune à passer en rouge. C'est uniquement ces niveaux-là qu'on va pouvoir bouger. Mais le réglage fin en termes de valeur ou de mettre en route ou d'arrêter une alarme de FA, par exemple, se fera uniquement sur la prothèse. Donc, on a essayé de travailler là-dessus.
on a essayé de faire des fiches un peu synthétiques pour que toute l'équipe soit sensibilisée là-dessus, pour que nos alarmes soient le plus pertinentes possible et qu'on soit le moins pollué possible par ces alertes redondantes. À la différence de Biotronic, où il y a effectivement quelques subtilités qu'on peut régler sur la prothèse, l'essentiel se fait sur le site internet, comme les prothèses Boston. Le deuxième niveau où on peut jouer, le troisième niveau, pardon, on peut jouer, c'est sur Implicity. Donc, si vous vous retrouvez dans le cas où l'alerte, elle n'est pas modifiable ni sur la prothèse, ni sur le site internet, et que vous avez par exemple une impédance de sonde qui est extrêmement basse, mais le constructeur ne vous autorise pas à descendre la valeur en dessous de cette valeur-là, Implicity va vous permettre de le faire. Donc, on va pouvoir, si vous voulez, un peu plus personnaliser, vraiment individualiser l'alerte par patient. Et ça, c'est assez intéressant à faire. Donc, en fait, on a 3 niveaux de réglage. Il y a le niveau de réglage à l'implantation où on essaye de minimiser les alertes inutiles sur la prothèse, donc primordial sur certaines marques. Ensuite, on a le site du fabricant. Et je dirais, le troisième filtre, c'est celui d'Implicity pour les alertes qui ne sont pas pertinentes ou polluantes. Mais plus on filtre bien au départ, moins on a d'alerte à la fin. Et autant au départ, on avait peu de prothèses, ce n'était pas très gênant. Quand vous en avez 500, voire plus, c'est primordial. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, on a essayé de chercher quelles pouvaient être, enfin, pas chercher parce qu'avec l'habitude, c'est souvent ces mêmes alertes qui reviennent. Donc, on a identifié 3 principales. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord. C'est l'AFA en premier. D'abord, quand on se retrouve sur un site d'alerte, alors on va utiliser évidemment l'arbre décisionnel. Vous vérifiez si le patient est décoagulé. Est-ce que c'est déjà connu? Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, on va décider si on va la faire perdurer ou si on va l'enlever. Ça veut dire que en attendant, par exemple, qu'on mette un traitement en route, on peut peut-être la laisser, ou alors si on va aller vers l'ablation, ça peut être intéressant qu'une fois on a fait l'ablation, de garder cette alerte pour voir si la récidive apparaît. Donc, c'est vraiment à individualiser au patient. Mais par exemple, un patient qui est en FA chronique, on ne va pas intervenir dessus, c'est une alerte qu'on peut tout à fait enlever. La deuxième qu'on a identifiée, c'est le pourcentage d'eurosynchronisation. Alors, ça peut être 80, 90, 95, selon ce qu'on veut, mais la difficulté, c'est de savoir que quand on a un pourcentage d'eurosynchro qui est faible, il faut d'abord identifier la cause et est-ce qu'il est possible de la corriger. Donc là, le binôme médecin-infirmier rentre en jeu parce qu'on n'a pas les compétences exactes pour tout retrouver. Avec une analyse rapide, avec toutes les données que nous donnent les constructeurs, on peut savoir est-ce que c'est une fréquence qui est trop rapide, il y a un pourcentage d'extrasystole qui est élevé et en fait, on peut décider un traitement ou alors on peut abaisser l'alerte puisque c'est des patients qui vont avoir du mal à synchroniser aux valeurs qu'on a mis au départ. Et puis la troisième, c'est les TV non soutenus. Alors là, il y a certains constructeurs qui nous permettent de monter le nombre d'ESV successives qui va nous permettre de un petit peu limiter le nombre d'alertes de TVNS qu'on va recevoir. Donc, par exemple, si c'est un jude, on peut monter le moniteur de 5 à 10 TVNS, c'est-à-dire qu'on sera prévenu au bout de 10 TVNS, on recevra l'alerte à ce moment-là. On passe à la suite. Donc, pour parler un petit peu de la plateforme Implicity et de son intérêt, nous, on utilise beaucoup, après l'onglet résumé, ce qu'on appelle l'historique du patient ou la timeline, qui va donner un petit peu la chronologie des événements du patient. Alors, par exemple, dans le cas de l'alerte du patient, de la FA, pardon, pour le patient, c'est une alerte qu'on va pouvoir gérer, nous, en infirmière à 80% du temps. On va réfléchir évidemment, comme on disait tout à l'heure, sur la pertinence de la mettre à l'implantation. On arrête l'alerte s'il y a une anticoagulation. Et avec l'onglet, vous voyez la petite goutte de sang en rouge, on sait que par exemple ce patient est anticoagulé. Donc partant, la pertinence de laisser l'alerte de FA est à discuter avec les médecins, mais si c'est de la FA chronique, évidemment, on peut se passer de cette alarme. Et puis, ce qui est intéressant aussi sur cette frise chronologique, c'est qu'on peut regarder si c'est des alertes qui reviennent fréquemment. Est-ce qu'elles sont en cours de traitement? Est-ce qu'on les a gérées? Est-ce qu'elles vont être inhibées sur Implicity? Voilà, c'est très intéressant parce que comme nous, on est plusieurs à travailler sur le site Implicity et sur ces alertes-là,
le collègue qui vient derrière vous peut savoir si, si le collègue d'avant a mis en route ou pas des actions et pouvoir les suivre régulièrement. Voilà. Pardon ? Arnaud, on ne t'entend pas. Ça y est, voilà. Excusez-moi, mon micro était désactivé. Merci à nos amis lyonnais. On va redonner la parole à Aix cette fois-ci pour aborder la problématique des patients qui ne transmettent plus. Comment s'organiser pour répondre à ce problème? Alors, c'est un vaste problème, en tout cas pour nous, parce qu'étant seul, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Donc, plus on a implanté de patients et naturellement, enfin, plus on a d'inclusion et puis plus on a de gens qui vont statistiquement ne pas transmettre. Donc, quand j'ai repris le poste, on en était à 80 qui ne transmettaient pas sur 300 à peu près. Donc, il y a eu un gros travail de fait pour épurer un peu cette base. Je reviendrai après là-dessus. Au niveau des causes des gens qui ne transmettent pas, donc je pense qu'au départ, c'est que nous, on ne donnait pas d'éducation puisqu'il n'y avait que 20% de temps médical qui était dédié à la télécardiologie. Donc, les gens, pour moi, n'étaient pas assez éduqués sur comment brancher son boîtier, surtout le côté transmission. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils ne transmettent plus? Ça va être parce que l'appareil ne s'est pas reconnecté. J'ai le cas souvent suite à des orages ou des gens qui reviennent qui ont été un peu de voyage, par exemple, ça ne se reconnecte pas forcément, ou quelquefois il n'est pas branché, il est rangé dans le placard aussi, ça arrive souvent. Donc, n'ont pas compris qu'il fallait que le transmetteur soit branché tous les soirs. Donc, c'est une des causes assez courantes quand même dans les patients à qui je n'ai pas remis la télécardiologie. Et souvent aussi, ils apparaissent comme non connectés parce qu'ils ont raté une des communications programmées, donc qui est trimestrielle ou moi je mets mensuelle, donc maintenant mensuelle, et ils nous apparaissent dans la liste des patients déconnectés. Bon, aujourd'hui, Apicity a depuis peu une nouvelle fonction qui nous permet de voir si le transmetteur est vraiment débranché, donc déconnecté, ou si la transmission a été ratée. Parce qu'avant cette récente fonctionnalité, je devais quand même aller sur les sites des constructeurs pour voir si, par exemple, chez Medtronic, on voit très bien que si l'appareil est déconnecté ou pas, ou s'il a juste raté une transmission. Donc, nous, ça nous a pas mal questionné, ce problème des patients déconnectés, pour plusieurs raisons. Donc, on s'est déjà demandé le fait de facturer un acte et de ne pas le faire, de ne pas l'effectuer. On se demande toujours si on ne peut pas être rattrapé par une demande de remboursement, parce que finalement, quelqu'un qui n'est pas suivi pendant un an, qu'on n'a pas appelé et qui est facturé quand même, enfin la sécurité sociale paye quand même cette prestation, on a mis un point d'interrogation parce qu'on se pose la question de savoir si on ne peut pas avoir un problème là-dessus un jour. Et plus particulièrement aussi, la question qu'on se pose, c'est le patient se croit surveillé, parce que ça les rassure quand même pour beaucoup. Il y en a que ça stresse, la télécardiologie, avec les histoires d'alerte, mais il y en a beaucoup que ça rassure. Et le fait qu'il se croit surveillé et qu'il ne l'est pas finalement, est-ce qu'il ne peut pas perdre confiance envers le service? C'est une question aussi qu'on se pose. Et aussi, quel risque médico-légal ça peut entraîner? C'est-à-dire que je ne sais pas au niveau juridique si le patient ne peut pas se retourner contre nous si un jour on lui dit vous êtes surveillé monsieur, un événement se passe, on ne le voit pas, est-ce qu'on peut se retourner juridiquement contre nous? Donc c'est quand même des questions qu'on s'est posées. Et donc les solutions que j'ai trouvées, donc c'était l'année dernière quand j'ai repris un peu toute cette partie un peu très chronophage même. Pour moi, la première façon de réduire ces patients déconnectés, c'est vraiment l'éducation. Et effectivement, depuis que je remets les boîtiers en main propre ou en livraison à domicile aux patients, il y a beaucoup moins de déconnectés, en tout cas pour ces patients-là, parce que le fait de les éduquer sur comment fonctionne un boîtier, ce qu'il faut faire, pas faire, qu'il soit branché, le fait d'avoir compris, ils le font naturellement, voire ils me font d'eux-mêmes une transmission, s'il y a un orage, une transmission manuelle pour éviter que en tout cas que ça ne se reconnecte pas. Ce que je fais ensuite, c'est que c'est des appels téléphoniques en fait. On fait du phoning, on appelle les gens pour savoir pourquoi ils sont déconnectés. Donc ça, c'est extrêmement chronophage parce que ça semble simple dit comme ça. Sauf que quand vous appelez beaucoup de gens âgés,
Bon, souvent, ils ne sont pas à côté du transmetteur, ils téléphonent d'après un fixe, le transmetteur il est dans la chambre à l'étage, il faut monter, enfin bon, ça prend tout de suite du temps, mais c'est le meilleur moyen d'éviter en tout cas les patients qu'on ne suit pas. Et ce que je fais aussi, ce qu'on va voir ensuite, c'est l'envoi de courriers postaux. Quand j'arrive pas à les joindre, il y a deux courriers qui peuvent être envoyés. Et j'essaye aussi de programmer parce que si c'est le cas où le transmetteur est connecté mais qu'ils ont raté une transmission manuelle, j'essaye d'en reprogrammer une avant de les appeler. C'est ce que je fais en premier. Selon la date à laquelle on peut le faire, donc la plus récente, je programme une transmission. Ça épure un peu la base aussi parce que des fois, ça suffit pas les reconnecter, mais en tout cas à ne plus avoir l'info qui ne sont pas connectés. Voilà, donc en faisant ça, ça a été un gros travail parce que ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose c'est toujours un gros travail que j'essaye de faire de manière bimensuelle, on va dire. Ça nous a permis de passer de 26% de déconnectés à seulement en moyenne 4%. J'essaye de rester à cette valeur, à ce chiffre, mais c'est pas évident de s'y tenir parce que ça prend énormément de temps et comme je vous dis, plus on inclut de patients, puis plus statistiquement, plus il y a de chances plus le nombre de déconnectés augmente aussi. Donc c'est un travail sans fin, mais qu'il faut faire. Ça se traîne à faire. Diapo suivante. Voilà. Alors, au niveau de la procédure et de ce qu'on fait au niveau des envois postaux, donc c'est-à-dire que moi, je ne vais pas sur les sites des constructeurs, donc je ne vais que sur Implicity et je me base sur la liste qu'on a sur le dashboard de patients déconnectés. Donc, j'attends 15 jours, j'essaye de les appeler. Donc, d'abord, je fais la fameuse transmission manuelle programmée. Si ça n'a pas fonctionné, donc j'essaye de les appeler. Soit on identifie la cause avec eux. Soit je leur fais faire une transmission manuelle, on vérifie si c'est bien branché. S'il n'y a pas vraiment de solution, si ça ne fonctionne pas, je les fais appeler la hotline du constructeur. Donc, soit c'est rétabli et ça s'arrête là. Soit je leur laisse un message quand je n'arrive pas à les joindre, et c'est très souvent. Si je n'ai pas de retour, au bout d'un mois, j'envoie un premier courrier postal en leur demandant de faire une transmission manuelle et j'accompagne mon courrier de la procédure de transmission selon la marque. On attend encore un mois. Si on n'a toujours pas de nouvelles du patient et qu'il n'est toujours pas connecté, j'essaye de le rappeler. Et cette fois-ci, je renvoie un deuxième courrier un peu plus pas agressif, mais enfin, disons que directif. Voilà, là, je leur propose plus de faire une transmission. Je leur dis qu'on les suit plus depuis X jours, que du coup l'intérêt de garder une télécardiologie est discutable si on les surveille pas. Et je leur dis qu'ils peuvent nous appeler s'ils veulent des questions. Voilà, là on envoie au patient. On attend encore un mois. Et donc si au bout de 3 mois finalement en tout, on n'a pas de nouvelles du patient, on désactive le patient. Alors, par contre, petite précision par rapport à la diapo, moi, je les désactive d'Implicity, mais je les garde sur les sites des constructeurs. Tout simplement parce que chez certains, quand vous supprimez une fiche, chez certains constructeurs, vous supprimez tout le dossier. C'est le cas chez Medtronic, je crois. Je ne sais plus. Donc, dans le doute, en fait, je mets une note comme quoi le patient a été désactivé sur Implicity, qu'on aura suite à nos courriers, à nos appels, il n'y a pas de réponse, mais je garde quand même son profil, je ne le désactive pas, je désactive le moniteur, en fait. Et puis, pour aussi des questions, pareil, juridiques, je préfère le garder quand même, puisqu'on reçoit quand même si jamais il se reconnectait et qu'il y avait une alerte, moi, je reçois toujours dans ma boîte mail les notifications par mail quand même. Donc, je garde quand même un contact. Mais voilà, donc on va dire qu'au bout de 3 mois, le patient est quand même désactivé. J'en ai désactivé plusieurs. Et je n'ai pas eu de nouvelles après. Mais bon, les courriers marchent assez bien. Donc, je ne sais pas si on peut voir, j'ai mis les courriers. Juste avant, est-ce que je vous interromps une seconde? Le docteur Chégour pose une question. Donc, on en avait déjà fait un modèle. Allô? Vous avez une question du docteur Chégour qui demande si votre courrier est envoyé en recommandé AR ou bien si c'est un courrier simple. Non, on envoie un courrier simple. Y compris le deuxième avant l'arrêt de la télésurveillance. Oui, en fait, à l'époque, on envoyait un seul courrier, le courrier numéro 2. Et en fait, moi, j'ai fait le DU cette année de Bordeaux, de télésurveillance, et j'ai trouvé qu'eux envoyaient le premier courrier. Et je trouve que c'est bien de se baser sur les gens qui savent, et eux ont pas mal, même beaucoup d'expérience en télésurveillance.
J'ai trouvé pas mal d'envoyer, donc j'ai un petit peu, je me suis basée sur leur courrier, parce que je trouve, en fait, le deuxième courrier mettait un peu le stress aux patients qui recevaient ça, parce que quelquefois, ils n'ont pas les messages vocaux que je leur laisse pour X raisons. Et quand ils reçoivent ça et qu'ils disent qu'on va interrompre dans 30 jours le service, il y a certaines personnes que ça stresse beaucoup qui me rappellent derrière. Donc, j'ai préféré commencer par un courrier un peu plus, voilà, en leur demandant de faire une transmission. Si on n'a pas de nouvelles, en général, ils m'appellent à ce moment-là. Et si on n'a pas de nouvelles, on est un petit peu plus directif, mais j'ai trouvé que c'était mieux d'envoyer du courrier. Et les courriers marchaient assez bien, quand même. Voilà, suivant. Vous parlez dans la fin de diapositive de la fonctionnalité patient déconnecté proposée sur la plateforme Implicity. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Oui, alors moi, c'est un petit peu. Ça m'angoisse, enfin, ça m'apporte beaucoup parce que du coup, je peux voir directement qui est déconnecté et qui est connecté mais a raté une transmission, ce qui a généré une absence de transmission. Mais en fait, moi, je les reçois un peu plus tard sur le Implicity, normalement sur la fonction de base qui est sur le dashboard. J'ai l'impression que je vois la patient qui n'a pas transmis depuis X jours. J'avais un petit peu de laps de temps. Là, je vois, hein, quand je vais voir dans les alertes bleues, et ça m'angoisse un peu de voir tous ces noms qui arrivent. Et vraiment, il faudrait que je le fasse toutes les semaines. Mais c'est très utile, oui, parce que ça m'évite d'aller chez le constructeur. Et le but d'Implicity pour nous, c'est d'éviter d'aller sur les 5 sites. Donc, c'était une des dernières raisons qui me retenait à aller sur les sites. Et là, du coup, c'est vrai que j'ai tout sur Implicity. Donc, oui, c'est vraiment bien. Merci. Effectivement, les patients déconnectés, c'est un vrai problème. Avant d'attaquer les cas cliniques, une petite synthèse sur ce dont on vient de discuter. Donc, ces patients déconnectés, c'est vrai que c'est une tâche qui est chronophage. Ce n'est pas une tâche qui est anecdotique. Hein. On est tous très occupés par ce genre de problématique. Avec une question qu'on peut se poser, c'est, puisqu'il s'agit d'un problème technique, ce n'est pas de la médecine, hein, est-ce que c'est une tâche qui idéalement reviendrait mieux aux prestataires techniques, au tiers technologique qu'est l'industriel, dans une répartition de rôles la plus appropriée, ou bien est-ce qu'il faut que les équipes médicales gèrent ça? On verra dans l'avenir si l'après-étape définit précisément qui doit assumer ce rôle. Dans les questions qui ont été soulevées, il y a celui de la facturation. Alors, la facturation, dans le cadre d'étapes, on ne peut facturer que tous les 6 mois à échéance de la période semestrielle. Par contre, toute période entamée, entre guillemets, est due, c'est-à-dire qu'un patient qui arrête sa télésurveillance au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, moins de 6 mois, on peut facturer aussi cette période-là. Par contre, évidemment, on ne peut pas facturer une période où le patient n'est pas télésurveillé. Si dans les 6 derniers mois, il n'y a eu aucune transmission, normalement, on ne doit pas facturer. C'est facturer un acte fictif. Après, juste pour savoir qui doit appeler, il y a des fabricants qui le font déjà très bien. Je ne sais pas si je peux le citer. Mais il y en a un, en tout cas, dans les 5 qui gère très bien ça. Et on a très peu de patients déconnectés. Bon, peut-être que la raison, c'est qu'on ne peut pas faire de transmission manuelle. Donc, nous, on est un peu bloqués pour savoir d'où vient le problème sur ce boîtier. Mais ils ont un service client qui est très efficace. Enfin, client. Oui, qui est très efficace et c'est vrai que ça rend bien service. Donc, après, et aussi la dernière chose par rapport aux patients déconnectés, quand on attend trop longtemps, on se retrouve face à des cas où on appelle et on dit « Mais madame, mon mari est décédé depuis 8 mois. » J'ai eu le cas, moi, quand j'ai repris, et on est quand même mal à l'aise. Donc, moi, je vérifie toujours dans notre logiciel interne que le patient n'est pas décédé, en tout cas à l'hôpital, parce que moi, je sais avant d'appeler, parce que j'ai eu des cas où on est quand même mal à l'aise. Parce que pour les gens, si vous voulez, quand ils décèdent, on est censé le voir à la télésurveillance, alors que pas toujours. Enfin, on me l'a déjà dit, mais vous ne l'avez pas vu, ça fait quand même, vous inquiétez pas beaucoup, ça fait 8 mois et on est mal. C'est quand j'ai repris l'année dernière, quand j'ai appelé tous les 80 patients, 100 patients qui ne transmettaient plus. Et donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment le faire régulièrement, ne serait-ce que pour ça, et ne pas se laisser submerger. Donc, j'essaye de ne pas dépasser un certain pourcentage de déconnectés. Diane, c'est vrai que c'est un problème difficile. Puisque, Diane, je voulais juste savoir, est-ce que vous envisagez d'utiliser justement les services de constructeurs qui vont commencer à s'ouvrir? Nous, notamment, on vient de signer avec Medtronic, Medtronic Assistance. Est-ce que c'est des choses que vous pensez évoluer vers ça ou pas? On a signé déjà chez eux. On avait signé en novembre. Et oui, tout à fait, ouais. D'accord. Moi, je vois avec Biotronic, pour les citer. Ouais. Étant seule, moi, au poste, ça me rend un service. Oui. Le fait de ne pas avoir appelé,
Ils appellent même trop des fois. J'ai eu des patients qui me disaient, mais ils me harcèlent, mais parce qu'ils sont vraiment… J'ai 3 patients déconnectés chez eux, c'est tout. Donc, c'est vrai que oui, je pense qu'on va aller vers ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'on se demande si c'est bien notre rôle de gérer les connexions et les déconnexions, puisque en fait, il y a un service constructeur, moi, ça me paraissait normal, en fait, entre guillemets, qui gère ces états de connexion. Et nous, qu'on a à gérer les alertes, c'est déjà beaucoup de boulot. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà un travail considérable. C'est un rôle plus logique, oui, effectivement, que la partie technique soit gérée par l'industriel et la partie information médicale ou liée à la prothèse par l'équipe médicale. C'est dans une logique de répartition. Maintenant, ça a été dit, c'est vrai, il y a un constructeur qui depuis longtemps a fourni ce service et quand on le compare, effectivement, on l'apprécie. Les autres constructeurs viennent sur ce terrain-là depuis quelque temps, mais peut-être pas de façon aussi exhaustive, en tout cas à ce jour. Si dans la pré-étape, il y avait cette obligation qui partait du secteur médical pour aller vers l'industriel, le problème se résoudrait. Quant au risque qui a été évoqué au-delà du problème de facturation médico-légale, il faut savoir qu'on a, comme toujours en médecine, une obligation de moyens, pas de résultats. On ne peut pas faire de télésurveillance à l'encontre du patient. Dès lors que vous avez documenté dans votre dossier le fait que vous avez essayé de joindre de patients de façon qui puisse être de façon récurrente, que tout ça est tracé, on ne pourra pas vous attaquer et vous condamner parce que la télésurveillance s'est arrêtée, etc. Le problème du patient qui décède, c'est effectivement un problème difficile. Ça arrive, on peut le voir parfois aussi en facturant, où on reçoit une réponse de l'assurance maladie disant que la facture est postérieure à la date de décès, qui est de telle date. Dans ce cas-là, il faut faire sa facture à une date légèrement antérieure au décès. Mais effectivement, il y a, avec certains matériels, une découverte parfois un peu tardive de cette information. Mais on a parlé aussi très rapidement de la fonction patient déconnecté d'Implicity dans sa forme actuelle et qui va continuer d'évoluer probablement par la suite. Clairement, il y a un besoin d'aide et si les équipes médicales sont toujours amenées à le gérer, il faudra des outils qui permettent de faciliter la communication avec le patient sans forcément avoir ce côté très chronophage et coûteux également en temps, mais également en matériel, timbre, etc., d'envoyer des courriers successifs et de suivre ça. Donc, il y a peut-être moyen de faciliter un petit peu les choses. Si j'ai bien compris, parce qu'on n'a pas encore commencé cette fonctionnalité patient déconnecté d'Implicity, je crois qu'on va pas tarder. Ils envoient des SMS, enfin, il est prévu d'envoyer des SMS qui quand même simplifient un petit peu les choses par rapport aux courriers postaux qui prennent beaucoup de temps. On verra ce que ça donne, parce que ça n'a pas été encore essayé, mais voilà, je sais pas. Alors, c'est quelque chose de nouveau et je crois savoir que ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Donc, c'est une façon d'enchaîner un petit peu précocement dans ce webinaire-là. Mais en tout cas, c'est un sujet effectivement dont on reparlera. Je reviens maintenant à l'autre sujet évoqué juste avant, qui est celui des événements qui polluent le plus, qu'on voit le plus fréquemment arriver. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ont dit nos amis de Lyon, c'est que la fibrillation auriculaire arrive bien en tête dans tout ça. Après, chacun va le gérer de façon personnalisée selon l'habitude des centres. Mais ça a du sens, même sur une arythmie qui devient fréquente chez un patient anticoagulé, de s'intéresser à des sous-événements de la fibrillation auriculaire, comme des fréquences cardiaques qui peuvent être trop rapides, comme le risque que ça génère sur un défibrillateur, des diagnostics inappropriés, qui peuvent amener à modifier un petit peu la prise en charge. Les TV non soutenus, c'est une autre forme de pollution c'est un événement qui en soi ne nécessite pas de réaction, sauf si elles sont vraiment très fréquentes, sauf si elles correspondent aussi ou si elles sont un prémisse d'une défaillance sur la sonde ventriculaire, notamment sur un défibrillateur. C'est vrai que certains fabricants ont aussi des algorithmes dédiés pour identifier plus finement une sonde qui dérive. Pour d'autres, ces TV non soutenus font partie des signes d'alerte qu'on peut retrouver. Mais ce qui est important, et ça a été dit d'ailleurs dans ce que vous citiez pour la fibrillation auriculaire, c'est qu'on part sur une programmation de départ qui est personnalisée en fonction de l'état du patient et qui va évoluer au fil du temps et des événements de leur pertinence pour trouver le bon équilibre entre l'information que l'on reçoit et sa justification en termes de charge de travail et de pertinence médicale. Il n'y a pas de questions nouvelles importantes sur les questions-réponses dans l'immédiat. Je vous propose d'enchaîner avec la troisième partie qui correspond au cas clinique et on va écouter nos amis lyonnais pour un cas clinique. Merci beaucoup. Ça ne sera pas une grosse révolution. Je pense que malheureusement, ça arrivera à tout le monde. Le cas clinique, c'est pour un peu illustrer aussi
l'utilisation d'implicity et de la prise en charge de l'alerte. Donc, en fait, sur ce cas-là, c'est un homme de 76 ans qui a une cardiopathie ischémique avec une FEVG qui a altéré à 30%, avec une EFA classée en paroxystique. Il a été implanté en juillet 2018 en prévention primaire. Et en fait, le 27 novembre, on reçoit une alerte bleue suite à des épisodes d'arythmie. Et en fait, on reçoit un des premiers EGM avec des signaux un peu déconcertants sur la sonde ventriculaire qui pourraient correspondre à des épisodes de surdétection. Donc, en fait, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu la chronologie de comment on a essayé de prendre en charge ce cas-là. Donc, en fait, quand on reçoit la première alerte, c'est vrai que les signaux sont limites, c'est assez intriguant, mais c'est quand même assez difficile de se dire que c'est avec certitude que c'est une sonde qui est en train de rompre. C'est assez compliqué. Là, pour le coup, on a un deuxième événement qui arrive assez rapidement, qui est daté du 4 décembre. C'est le deuxième EGM qui est un peu plus parlant et qui commence à vraiment nous mettre en alerte. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous voyez, on reçoit les 2 épisodes. Donc, ils sont datés sur la chronologie. Si on veut cliquer sur l'épisode reçu, on a même la personne qui l'a vu et qui va l'archiver ou qui va émettre un commentaire dessus. Ensuite, vous voyez que nous, on utilise le module de relecture sur Implicity, en fait, qui va générer, c'est-à-dire qu'on va demander à un médecin son avis sur un événement particulier. En fait, ils vont revenir ouvrir Implicity, aller regarder les demandes qu'ils ont, ils vont regarder les événements qui nous correspondent et ils peuvent nous répondre et nous demander soit de faire revenir le patient, soit de dire on va, par exemple, désactiver cette alerte ou je revois le patient en consultation dans tant de temps. Voilà, ça nous permet d'avoir un message, d'éviter l'utilisation des mails ou tout simplement l'impression papier qu'on va poser sur un bureau. Voilà, nous, on a utilisé cet outil rapidement et on y a trouvé notre bonheur. Donc, pour le coup, oui. Ouais. Dans ce cas clinique, donc, comme il y avait des signaux qui n'étaient pas forcément bien évidents, on avait prévu une consultation à 15 jours sur le centre. Et entre-temps, on a reçu la deuxième alerte. Donc, c'était la diapositive du haut, avec vraiment, cette fois-ci, pas de doute du bruit sur une sonde ventriculaire qui est en train de se casser. Hein. Donc, c'est la diapositive du haut. La diapositive du bas, c'était la première alerte. Donc, on décide de revoir le patient. La deuxième, avant qu'on ait revu le patient, cette fois-ci, on n'a pas trop de doute. On voit que la sonde se pète. Donc là, on le rappelle. On peut descendre, Tristan. Voilà, pour le revoir. Donc là, on le revoit pour le coup dans la journée et programmer le changement de sonde chez lui. Voilà, donc en fait, on voit après la relecture, là, on revoit en consultation le 10 décembre. Vous voyez, entre-temps, il y a un nouvel épisode qui arrive. Et sur ce même, on voit qu'on arrive jusqu'à l'hospitalisation et on peut écrire en commentaire qu'on a changé la sonde. Donc, ça va être conservé tout au long de la vie de la prothèse et on peut revenir, on peut consulter ça sans aucun problème. Et ça, on y a trouvé aussi notre intérêt. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'ouvrir le dossier médical du patient. Toutes les informations pertinentes sont là. On a le changement de sonde, l'extraction de l'ancienne sonde. Donc, si vous voyez le patient ici ou dans un autre cabinet, vous avez toutes les informations sur le site sans avoir besoin du dossier du patient ou sa carte de porteur de défibrillateur. Merci. Avant de passer la parole à Aix pour un autre cas clinique, la grande leçon de celui-ci, c'est surtout qu'il faut regarder les électrogrammes, tous les électrogrammes d'arythmie qui sont envoyés. C'est très rapide, hein, il faut une fraction de seconde pour faire le diagnostic, mais c'est la meilleure façon de s'assurer que le diagnostic soit approprié et que ce ne soit pas une interférence ou une défaillance de matériel. Diapositive suivante et on donne la parole à Aix pour un deuxième cas clinique. Alors, j'ai choisi un cas pour illustrer un peu notre organisation ici qui montre qu'une infirmière dédiée, ou plusieurs infirmiers, est bien utile. C'est un cas qui m'a pris beaucoup de temps. En fait, on a implanté un monsieur d'un pacemaker double chambre à botte en janvier pour un pacemaker. Oui, c'était un remplacement, pardon. Double chambre à botte au mois de janvier. Donc, c'était pour un VAV complet, donc il était stimulodépendant.
Donc, je le vois, je refais ses points et je lui commande son boîtier, puisque la botte, c'est une livraison à domicile. Donc, c'est un monsieur qui, c'est important, qui vit la moitié de l'année en Espagne. Donc, on va dire qu'il devait partir dès qu'il avait son boîtier. Il partait, on va dire, 1 mois et demi après l'implantation. Il est parti en Espagne avec son boîtier. Bon, pour une durée indéterminée. Normalement, jusqu'au contrôle de pile qui était prévu 8 semaines après l'implantation. Donc, c'est tout, il s'en va. Et un jour, je reçois, donc il a bien branché son transmetteur là-bas, il avait été bien éduqué. Je reçois donc en février une alerte épisode reçu. Donc j'ouvre, détection TRE, donc j'ouvre quand même, et je tombe donc sur ce tracé en haut qui laisse penser à une perte de capture ventriculaire. Et ce phénomène-là, sur plusieurs complexes, et ce phénomène-là se répétait plusieurs fois dans le tracé. Donc, pour information, c'est une alerte qui était arrivée, je pense, le week-end, un samedi, et on était lundi. Donc, ça m'a un petit peu mis la pression parce que je me suis dit, on a déjà perdu 2 jours, le type, ça se trouve, il est en train de conduire, bon, bref. Donc, on s'est agité, sauf que, donc, on a vérifié les seuils au niveau de l'implantation, ils étaient corrects. Sauf que j'appelle le patient et étant en Espagne. Donc, vous pouvez mettre la diapo suivante. Donc, c'est un patient qui ne parlait pas du tout espagnol. Donc, le but était de le faire contrôler en Espagne. Donc là, ça a un petit peu bougé, mais il était à Palamos, ici. Donc, je me suis dit, où est-ce qu'on peut aller? Je dis, il faut que vous trouviez un centre où ils ont un programmateur à botte pour être rapidement contrôlé. Donc, déjà, par ailleurs, il ne comprenait pas le problème. En fait, il me dit, je me sens bien, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai essayé de me calmer un peu, mais je lui ai dit, surtout, ne conduisez pas. Trouver rapidement un centre. Donc, on a identifié, j'ai regardé. Donc, j'ai un peu bossé avec l'ingénieur de chez Abbott. Mais bon, finalement, je me suis débrouillée un peu toute seule parce qu'elle ne pouvait guère m'aider. Donc, on a trouvé Gérone qui était à 45 minutes, Barcelone qui était donc un peu plus loin. Et puis, sinon, il y avait revenir en France, en fait. Perpignan qui était à 1h40. Donc, ne parlant pas espagnol, je me suis dit, peut-être que c'est bien de retourner à Perpignan. Sauf qu'on est en période Covid et qu'il lui fallait un test pour sortir et un test pour rentrer. Donc, on a abandonné l'idée de Perpignan. Donc, tout ça, ça s'est passé sur 4 jours. Ça a été compliqué. Donc, Barcelone, ça ne lui plaisait pas, c'était trop loin. Là où il était, il a quand même été aux urgences, mais naturellement, il n'y avait pas de programmateur à botte. Donc, il a fait appel à un ami, finalement, à lui, qui parlait espagnol, qui a contacté le centre de Gérone. Il s'est rendu à Gérone. Là, j'ai cru qu'il allait m'insulter parce qu'en fait, il ne comprenait pas pourquoi on s'excitait. J'ai encore ces messages. Il me dit, je suis désolée, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je fais là, je vais très bien. Voilà. Donc, il ne comprenait pas vraiment l'intérêt. Finalement, il a réussi à se faire contrôler à Gérone. Là, on a eu de la chance de tomber sur un cardiologue qui parlait français, parce que nous, on ne parle pas espagnol ici. Donc, qui a contacté notre rythmologue, donc Jérôme Bouet, pour s'entretenir avec lui. Et a priori, le seuil était correct. Pour lui, il n'y avait pas de perte de capture. Donc, on n'avait pas eu le fin mot de l'histoire, parce que ce patient devait se présenter 3 semaines après pour son contrôle de pile. Et comme il avait l'air d'être bien en Espagne, tous les mois, il a repoussé son contrôle de pile. Et nous l'avons vu assez récemment, finalement, pour avoir le fin mot de l'histoire. Pour la suite, donc pour la partie purement rythmologique et puis pour essayer de vous expliquer le fin mot de l'histoire, donc vous avez compris que c'est une situation qui est liée à une super télécardiologie parce que Diane, en fait, elle a regardé un tracé capturé, c'était une alerte de TRE, donc et sur un tracé capturé, elle tombe là-dessus et effectivement, c'est tout à fait logique devant un VP qui ne conduit pas, où on ne voit pas l'activité ventriculaire, qu'elle se pose la question, ce patient n'est pas en danger et elle se trouve dans cette situation d'un patient à l'étranger avec tout ce qu'elle vient de vous raconter. Et ce patient a dû effectivement se demander ce que c'était que ce harcèlement par ma collègue. Et surtout qu'il se sentait très bien. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe, on peut regarder, on peut voir, alors je ne sais pas si on peut agrandir un petit peu, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est une vraie perte de capture? Il y a un VP, ou est-ce que c'est une fausse perte de capture? Alors, on peut se penser que c'est peut-être une fausse perte de capture, mais vous voyez qu'elle est quand même répétitive et intermittente. Donc, toujours les problèmes intermittents sont plus durs à cerner que les problèmes permanents. Et on peut voir que derrière chaque activité atriale, si on revient peut-être sur le tracé d'avant, on va le voir mieux. On peut revenir en arrière? Encore? Voilà. Là, on le voit, il y a une petite activité ici
qui est du far field, on peut penser ventriculaire, et qui pourrait expliquer qu'il s'agissait bien d'une fausse perte de capture. Alors, on revenait au suivant. Et donc, on a demandé évidemment des comptes à Abbott qui a fait remonter le dossier, qui nous a dit que finalement, ils auraient eu 2 cas comme ça, où pour des raisons alors positionnelles, c'est pas trop bien expliqué pourquoi, il y a une occultation technique intermittente de l'EGF ventriculaire filtré, parce que c'est un canal filtré, vous voyez que c'est un signal sharp, hein, c'est pas comme un signal large, comme on voit un potentiel évoqué habituellement. Parce qu'il filtre le haut pour enlever les hautes fréquences et le bas pour enlever les ondes T. Et du coup, il se peut que, eh bien, juste après le spike, il y a une petite fenêtre de blanking. Voilà, c'est ce qu'ils vont donner comme explication naturelle qui fait que ça occulte le signal et que donc il n'apparaît pas. Voilà. C'était ça l'explication qui a été proposée. Alors, la solution, bon, d'abord, hein, ça a permis de recouper tout ça parce qu'on s'est dit effectivement, il y a un signal ici. Le patient, c'était un remplacement et non pas une prime implantation, parce qu'on ne bouge pas. Les seuils étaient excellents au départ, ils ne sont absolument rien. Il y a beaucoup de raisons de se rassurer, de penser que c'est un problème intermittent. Et puis, ce qu'ils nous ont proposé, alors je vous montre chez Abbott, vous pouvez aller dans cette fonction, Brady d'occasion, réglage des épisodes. Et là, vous pouvez dire, vous configurez qu'il n'y ait non pas 2 canaux, atrial amplidétect, c'est celui-là le canal filtré, et amplidétect ventriculaire canal filtré. Vous pouvez y ajouter un autre canal, et là, le distal ventriculaire unipolaire, donc c'est ce qu'on a rajouté ici. Et donc, désormais, ce que l'on aura nous permettra d'avoir, en plus de ce canal-là, celui-ci. Donc, on l'a pas. J'ai pas pu vous le montrer parce que depuis que c'est arrivé et depuis qu'on a fait la programmation, on n'a pas réussi à avoir le même phénomène des intermittents. Mais on peut très fortement imaginer que si on avait eu ce canal d'activé, eh bien, on aurait eu là la même chose et en dessous une belle activité ventriculaire large qui correspondait au potentiel évoqué induit. Donc voilà l'explication. Et ce que on peut retenir de cette histoire, c'est effectivement qu'avec une cardiologie qui est peut-être trop bonne, une surveillance qui est peut-être trop bonne, eh bien on a un petit peu eu un effet adverse, comme quoi bon, toute technique, même la meilleure, peut avoir aussi ses inconvénients. C'est un des intérêts de l'observation. Voilà, diapositive suivante. Je crois qu'on a terminé. Merci pour ce cas clinique effectivement assez original. C'est un peu le mouton à 5 pattes. Ça a quand même plusieurs intérêts. D'abord, je félicite l'infirmière qui a dépensé toute cette énergie parce que ce n'est pas facile effectivement. Et à juste titre, on pouvait penser que le patient était exposé à un risque. Il y a des trous dans la raquette au plan technique chez tous les industriels. Il y a des conditions qui font qu'on va avoir des choses un peu bizarres qui peuvent apparaître. Effectivement, c'est un enseignement. Tant qu'on ne l'a pas rencontré, on ne peut pas le savoir. Dans le cas évoqué, effectivement, peut-être qu'il faut un EGM non filtré ou ouvrir un 3e canal d'EGM comme ça a été proposé. J'y vois un autre enseignement intéressant et évident, c'est que la télésurveillance n'a aucune contrainte géographique et que ce soit à l'intérieur de l'Hexagone ou au niveau international, c'est un vrai problème, effectivement, c'est qu'on peut être amené à devoir joindre un patient qui se trouve géographiquement éloigné, dans un fuseau horaire éventuellement différent qui fait que les communications sont difficiles à établir, avec la complexité d'arriver à lui trouver un point de chute s'il doit être revu quelque part. C'est vrai que ce n'est pas simple, et là aussi, ça mobilise des ressources humaines importantes. Mais ça fait partie, je pense, de la tâche médicale. Pardon ? Si j'avais parlé espagnol, j'aurais appelé moi-même les centres. Enfin, Diane, ils peuvent aller aussi aux Bahamas. Oui, en anglais, ça va, encore, mais en espagnol. Si c'était aux Bahamas, vous seriez déplacé directement avec le programmateur, j'imagine. En tout cas, merci. Ces 2 cas qui illustrent bien dans le premier, effectivement, quelque chose que l'on rencontre malheureusement régulièrement, des problèmes de défaillance de sonde. Et dans l'autre, effectivement, la difficulté à gérer un événement, et notamment quand le patient est éloigné dans un pays étranger avec les problèmes de langue, de distance, comme ça a été dit. Pour synthétiser donc ce webinaire, on a parfaitement respecté l'horaire. Il est 5h moins 5, il nous reste juste quelques minutes. Je remercie bien sûr les orateurs pour leur exposé, les participants, notamment le docteur Chegour, qui est la seule à avoir posé des questions sur la partie questions et réponses. Les autres sont peut-être un peu timides, ou alors les explications sont parfaites. Mais bon, on a vu que la télésurveillance, pour qu'elle se passe bien, elle nécessite de mettre en place une organisation qui soit effectivement rigoureuse, d'autant plus qu'on est plusieurs à la mettre en place, des médecins, des infirmières.
des infirmiers. Donc, il faut que l'on sache précisément qui fait quoi et comment, avec aussi, ça a été dit, des arbres décisionnels qui aident à gérer l'essentiel des événements, même s'il y a toujours des cas particuliers où il faut ponctuellement en discuter à plusieurs. La gestion des événements que l'on reçoit, il faut les paramétrer de façon optimisée et individualisée pour les patients en fonction des caractéristiques du patient, des caractéristiques du matériel qu'on lui confie. Donc, une bonne connaissance des différentes informations et événements dont on peut être informé suivant les marques et suivant les marques, suivant les appareils au sein d'une même marque, parce que d'une génération à l'autre, là aussi, on va avoir des choses qui vont évoluer. On peut d'ailleurs, avec certains matériels ou certaines marques, paramétrer par défaut un type d'alerte qui est plus simple à mettre en place pour tous les patients qui ont tel type de prothèse. Malgré ça, on reçoit un certain nombre d'informations qui, pour certaines, ne sont pas toujours pertinentes ou peuvent ne plus devenir pertinentes. Ça a été dit pour la fibrillation auriculaire notamment, où chez un patient anticoagulé au long cours, quand la fibrillation devient permanente, l'événement fibrillation auriculaire en tant que tel n'a plus nécessité d'être notifié puisqu'il n'entraînera aucune action particulière. Ça, c'est de la médecine en tout cas, c'est le rôle des équipes médicales de gérer les arythmies des patients. Quant à la problématique de la déconnexion des patients qui ne transmettent plus, là, on l'a évoqué aussi brièvement, mais on peut s'interroger sur la répartition des rôles et savoir quel est l'intervenant le plus approprié pour gérer ça au mieux, même si pour les médecins, des outils sont développés par Implicity pour mieux gérer ça, de même que pour la fibrillation auriculaire. Je crois savoir qu'on aura droit aussi à quelques innovations dans les mois qui viendront. Ces patients déconnectés, c'est compliqué, ça prend du temps, de l'énergie, et c'est aussi l'intérêt de la bonne sélection des patients chez qui on va activer la télésurveillance et de l'éducation, ça a été dit au départ. Un patient qui comprend pourquoi on fait la télésurveillance, il va être beaucoup plus adhérent. S'il décide d'être télésurveillé, à ce moment-là, ça se passera plutôt mieux qu'un patient à qui on donnera un transmetteur comme ça, un peu entre deux portes, mal expliqué, d'autant plus qu'il n'a pas de retour direct des informations transmises et il peut plus facilement se déconnecter et sortir un petit peu du cadre. Dernière chose, j'en ai parlé aussi au tout début, c'est le programme étape. Chronologiquement, on arrive en 2021 à l'échéance de ce programme-là. Or, c'est le programme étape qui a permis de développer tout ce qu'on a vu là, de s'organiser, de recruter du personnel, de mettre en place une organisation, de financer cette activité. Probablement qu'on aura une suite à étapes. On imagine mal pour cette télésurveillance qui maintenant est reconnue internationalement dans les pratiques que ça ne se poursuive pas en France, surtout pour des centres qui ont investi dans cette pratique-là. Mais est-ce qu'elle se fera avec des contraintes différentes sur le plan de l'organisation? Est-ce qu'elle se fera dans un cadre économique identique ou différent? Là aussi, les contraintes économiques, on sait qu'elles pèsent fortement sur notre pratique. Là aussi, ce sera un élément important d'après-étape puisque ça peut nous amener à adapter un petit peu notre organisation. Donc, merci encore aux orateurs, merci aux participants attentifs, je l'espère. J'espère que vous avez tiré des enseignements de cette réunion. Merci à Implicity également pour l'organisation de ce webinaire. La suite au prochain webinaire, ce sera avec Implicity à nouveau sur la gestion des patients déconnectés. On l'a vu, c'est une problématique compliquée et pour lesquelles des nouveaux outils, on en voit quelques pistes sur cette dernière diapositive, est en train d'être mise en place et sera développée lors de ce prochain webinaire. Donc, face à ces problèmes, il y a des solutions. Implicity nous aide. Merci à eux, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi, un bon week-end et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.